Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement, le seul et unique en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi. Quand il est 9h, jusqu'à 10h30, nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble de nos réseaux. Vous êtes sur Kavi TV, vous êtes sur Kavi FM 89.5, vous êtes sur siaminfo.com, notre site d'information. Vous êtes en compagnie de notre application Kavi Média disponible sur Play Store et App Store. Au menu de ce matin, la Guinée à l'honneur en Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur du FEMUA 2025. Conakry a brillé lors de cette 17e édition avec une délégation forte de plus de 300 membres placée sous le thème du civisme et de la sécurité routière. Le festival a connu un moment fort avec une grande soirée culturelle à l'Institut français d'Abidjan mettant en lumière la richesse artistique guinéenne entre traditions ancestrales et nouvelles voix comme Queen Rima et Manamba Kanté, une renaissance culturelle encouragée par les autorités guinéennes pour redonner au pays sa place d'antan. Nous serons en ligne avec Mohamed Senksila depuis Abidjan. Au Sénégal, Macky Sall visé par une plainte de mise en exécution. L'ancien président est dans la tourmente. Le député Guy Marius Sagna a déposé une résolution pour sa mise en accusation pour haute trahison. S'appuyant sur un rapport de la Cour des comptes, celui-ci évoque une dette publique contractée en dehors des circuits légaux et un déficit budgétaire bien supérieur aux chiffres annoncés. La résolution est encore entre les mains de l'Assemblée nationale, mais elle suscite déjà de vives réactions. Explication depuis Dakar avec Abdoulaye Djidje. Conflit en RDC, le président togolais Faure Gnassingbé a été officiellement désigné médiateur de l'Union africaine. Ce mercredi, il a effectué sa première visite à Kinshasa où il s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi. Une nouvelle tentative diplomatique pour trouver une issue à un conflit qui dure depuis des décennies. Nous en parlons également dans cette émission, le scanner. Et enfin, notre sujet du jour porte sur une grande réforme administrative, la création des numéros personnels d'identification NPI. Ce code unique de 18 caractères sera attribué dès la naissance ou l'enregistrement administratif et figurera sur tous les documents officiels sans pour autant constituer une preuve de nationalité. Que représente ce NPI? Quel changement attendu pour la gestion de l'état civil en Guinée? Un spécialiste nous apportera son éclairage dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Merci de nous suivre à Mangassari, à Bagissaneya, à Fassou, à Galafili, à Sangaréa, c'est dans la commune urbaine de Sonfonia. Bienvenue sur le média du développement. Et c'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs de chaque matin qui vous aident également à comprendre l'actualité ici sur ce plateau et dans ce studio. Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Bonjour Yamoussa Cheikh Kamara. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Et oui Yamoussa, je me tourne vers vous. FEMUA 2025, une première historique pour la Guinée, pays invité d'honneur de la 17e édition de ce festival. Elle a marqué les esprits et un spectacle culturel riche en symboles entre tradition et modernité. Je l'ai rappelé, les artistes guinéens ont conquis le public d'Abidjan. Retour donc sur une participation très riche en vibrations. Et justement, le FEMUA donc, c'est le festival de musique urbaine d'Anoumabo, et donc qu'on appelle le FEMUA. La Guinée, l'invité d'honneur, et la Guinée qui a promis, en tout cas, d'enthousiasmer le public ivoirien, sinon la Côte d'Ivoire. Et vous allez comprendre qu'à travers ce festival, c'est surtout la culture africaine au rendez-vous, la musique urbaine aussi, et également la coopération culturelle entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Donc lancé le 15 avril à Abidjan, plus précisément à Marcory, sous le thème civisme et sécurité routière. La Guinée a été choisie comme pays d'honneur pour cette 17e édition. Oui. C'est donc la musique, la culture, l'art de façon globale
qui sont au rendez-vous à travers ce festival. Donc l'Institut national, donc l'Institut ivoirien de la jeunesse et des sports, c'est cet institut-là qui abrite pour ces 5 jours-là, c'est-à-dire du 15 au 20 avril prochain, ce festival. Cet institut vibre depuis ce 15 avril au rythme justement de ce festival qui a été lancé par le président, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Kemoko Méliette Koné. Une cérémonie haute en couleur, très haute en couleur en tout cas, il faut le dire. Et la Guinée a fait montre d'une forte impression. Et parce que hier déjà, c'était la soirée culture Guinée, une soirée culturelle guinéenne organisée, d'où nos artistes, où nos artistes justement ont exprimé leur talent, ils ont mis en scène leur savoir-faire. Tout ce qu'on a sur le plan de la culture, sur le plan de la musique, tout a été mis sur scène hier. Vous avez vu à travers même les différentes prestations de la part de l'artiste franco-guinéen Alpha Diallo, alias Black M, les Manamba, entre autres, les petits tontons qui ont raconté pas mal d'histoires, les Rima Queen, lauréate prix découverte RFI 2024. Tout ça, c'est pour dire que la Guinée a répondu favorablement à l'appel, mais pas seulement ces artistes, pas seulement ces artisans, pas seulement ces techniciens. Bref, la Guinée est partie fièrement avec ses fils. Cela se matérialise également par la qualité de la délégation. On parle de 300 personnes. Justement, la délégation guinéenne, surtout guinéenne, qui s'est mobilisée, la délégation gouvernementale, toute cette délégation qui a accompagné le ministre guinéen de la Culture, à l'occurrence Moussa Moïse Silla. On nous parle aussi de la mobilisation d'anciens ministres de la Culture, tels que Justin Morel Junior, Fodeba Istokeira, Mohamed Amir Conté et Alpha Souma alias Buldessam. Tous ont pris part à cette 17e édition où la Guinée est pays invité d'honneur. Et donc pour la Guinée, le FEMIA 2025 est comme un moment clé de démontrer sa richesse artistique et culturelle à travers des concerts, des expositions et des rencontres professionnelles. Il y a aussi une occasion, un moyen de consolidation de la diplomatie culturelle, mais aussi de rapprochement entre les deux peuples, c'est-à-dire entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et vous vous rappelez, lors de la visite du commissariat général du FEMIA, conduite il y a un peu plus de 2 semaines, conduite par Alpha Traoré, je crois, à Salfo, du groupe Magic System. C'est d'ailleurs la fondation Magic System qui gère le commissariat général de ce festival. Vous vous rappelez que le ministre guinéen de la Justice avait promis que la Guinée va tout faire pour marquer ce festival. Et c'est ce qui se passe depuis le lancement le 15 avril. Et comme l'a promis le ministre Moussa Moïse Silla lors de la visite du commissaire général, la Guinée donc a sublimé la Côte d'Ivoire depuis son pavillon où la musique, danse, art et culture se donnent rendez-vous et font une forte impression depuis le lancement de ce 10 festival. Bien. Merci Yamoussa Cheikh pour ces précisions. On prend la direction d'Abidjan. Il est déjà en ligne avec nous, Mohamed Silla depuis Abidjan. Bonjour. Bonjour, salut média, bonjour à tous. Bonjour 5, je rappelle que vous êtes journaliste, membre de la délégation guinéenne au FEMUA. La Guinée, pays invité, fortement représenté, fait forte sensation, Silla. Oui, exactement. La Guinée ne s'est pas fait compter suffisamment puisque nous sommes déjà pays invité d'honneur, comme l'avait si bien signalé monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat Moussa Moïse Silla, qui est déjà à la tête d'une importante délégation composée justement de ses collègues ministres, notamment de l'enseignement technique et de la formation professionnelle,
et du ministre secrétaire général du gouvernement, M. Benoît Kamano. Mais ce n'est pas tout. Le plus important dans cette délégation, il y avait aussi la présence massive des anciens ministres de la Culture qu'il a essayé de réunir autour de ce même événement pour donner un sens au FEMUA. Jusque-là, d'abord, après 16 bonnes éditions du FEMUA, la Guinée a su en fait placer la balle très haut pour pouvoir ici au sommet en déclassant le Sénégal qui avait été un pays invité d'honneur qui s'est fait remarquer lors des précédentes FEMUA. Mais le plus important ici, c'est que au-delà de notre richesse culturelle, les artistes guinéens qui sont beaucoup plus programmés, la Guinée a ajouté une touche aussi particulière, notamment sur du côté artisanat. Il y a plus d'une vingtaine d'artisans guinéens qui sont présents ici, qui ont exposé leur savoir-faire. Et l'autre fait marquant également lors de ce FEMUA, c'est la tenue traditionnelle l'épi. La Guinée, à travers l'épi qui est déjà une propriété privée de la Guinée, partout où les Guinéens passaient, ils se faisaient remarquer. C'était une manière en fait d'attirer l'attention sur les Guinéens, puisque cette tenue, de par sa beauté, de par sa richesse, de toute une histoire qui s'allie derrière, a su en fait attirer l'attention particulière de tous les festivaliers présents ici à Abidjan. Bien. Et cette autre question, quelles sont les prestations là-bas? Ou d'abord, quelle a été l'ambiance générale autour de la délégation guinéenne? Et plus loin, les prestations qui ont marqué les esprits. On a vu les ballets africains, on a vu Black M qui est venu s'ajouter à la danse, Manamba Kanté, Queen Rima et d'autres artistes comme Soul Banks. L'ambiance était vraiment de taille. L'ambiance était de taille, puisque lors de la cérémonie d'ouverture, il y avait les ballets africains qui étaient là, accompagnés de Manamba avec sa voix soul qui a émergé à plus dans les festivaliers. Étant griotte, elle a raconté un peu l'histoire de la Guinée en sa façon, à travers sa musique, son art. Au-delà, il y avait après ça également, le vice-président de la Côte d'Ivoire a visité le pavillon de la Guinée, où le savoir-faire guinéen était exposé. Mais du côté ambiance, il faut retenir que lors de la soirée de la Guinée qui a eu lieu hier soir du côté de l'Institut français d'Abidjan, ils ont merveillé à plus d'un les festivaliers. En partant de Manamba Kanté, de Manamba en passant par le groupe Circus Baobab à travers des cours acrobatiques et autres, Sayon Kamara Tavramare, également Petit Canton qui a su compter pas mal de choses. À cela s'ajoute Bapa Oumar qui a ajouté une touche d'humour très qui est appréciée par le public. Il faut aussi retenir que la Guinée a su en fait attirer l'attention, a su attirer l'attention particulière lors de cet événement. Du côté de la grande scène d'Anoumabo, il y avait Black M également qui était présent. Certes, il y avait Black M, Mousto Kamara et il y avait deux autres artistes guinéens qui étaient présents, mais seulement que Black M a pu jouer. Il a joué tous ses morceaux déjà, non seulement en solo, en revenant un peu sur sa carrière avec la section d'assaut, c'est classique. Le public a été là vers la fin. D'ailleurs, la délégation dit monsieur le ministre avec lui que la Guinée est de retour sur la scène internationale. C'était une manière de montrer leur soutien à l'artiste. Bien. Est-ce que la communauté guinéenne d'Abidjan s'est-elle mobilisée autour de cet événement? Si, depuis l'arrivée de la délégation de l'aéroport jusqu'au niveau du pavillon, au niveau des spectacles, la communauté guinéenne a d'ailleurs répondu massivement présent. Et je crois que demain ou après-demain, il y a eu le ministre de la Culture doit recevoir en fait la communauté guinéenne pour pouvoir échanger autour de plusieurs thématiques d'ailleurs. Bien, oui, Yaya. Alors, la culture, c'est un ensemble, c'est du donner et du recevoir. Dites-nous quel enseignement tirez-vous de cet événement?
il faut oser croire que l'enseignement est beaucoup plus grand. Parce que quand nous prenons le facteur organisation, côté organisation, c'est une manière en fait, parce que quand vous venez avec votre délégation, c'est une manière non seulement de donner quelque chose, mais pouvoir en fait en tirer profit. Si hier, la façon dont nous on organisait nos événements, on n'arrivait pas à placer la balle très haute d'une manière. Donc après avoir observé l'organisation, aspect sécuritaire, comment les choses se passent ici, et le ministre a lui-même réitéré que le Massa, j'allais dire le FEMUA, c'est en fait le visage, c'est une manière de promouvoir en fait notre identité culturelle, la Guinée, et repositionner surtout la Guinée sur l'échiquier africain, pourquoi pas à l'international aussi. Donc c'est une manière de repositionner la Guinée comme le pays est en refondation dans tous les secteurs. Donc le pays est en refondation, le secteur culturel également est en refondation. Donc après ce FEMUA, c'est une manière aussi d'apprendre des autres comment ils font les choses, et nous aussi de notre côté on leur montre, on partage en fait notre histoire, notre identité culturelle, non seulement à travers notre musique, la danse, l'humour et tout ce que nous savons faire également. Bien, maintenant cette dernière peut-être avant de vous laisser partir, selon vous, est-ce que cette participation de la Guinée pourrait avoir un impact durable sur la place de la culture guinéenne sur la scène internationale, la place de la culture guinéenne sur la scène internationale et africaine? Effectivement, c'est par son remarqué, parce que la Guinée, comme d'habitude, la Guinée c'est le FEMUA, c'est le festival des musiques urbaines, des musiques urbaines d'Amobabo. Et la Guinée, pour pouvoir se repositionner, non seulement ne s'est pas limité aux artistes, et comme la culture est tout un ensemble, il les honore avec tous ces talents pour pouvoir mieux les vendre en fait. Puisque au-delà de ces différentes prestations qui seront ici, le ministre hier lors de son speech au niveau de l'Institut français d'Abidjan a annoncé que des accords vont être réveillés et voir dans quelle mesure la Guinée pourrait collaborer avec la Côte d'Ivoire sur le plan culturel et artisanal. Bien, merci Mohamed Sila depuis Abidjan, membre de la délégation guinéenne au FEMUA. Merci d'être intervenu sur nos antennes. Merci bien. On va prendre la direction du Sénégal. De nouveaux ennuis pour Macky Sall Yaya Diallo. L'ancien président sénégalais est rattrapé par son épouse, par son passé, à la tête de l'État. Une résolution pour haute trahison a été déposée à l'Assemblée nationale. Oui, Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, dont on connaît très bien le passé, puisque nous étions là, on a vécu aussi sa gouvernance. Alors, poursuivi pour haute trahison, vous savez très bien que c'est le seul chef d'accusation dont on peut poursuivre un chef d'État au Sénégal. Donc, l'initiative est portée par une députée du PASTEF, en l'occurrence Guy Maurice Sagna, sur une dette cachée, entre guillemets, de 7 milliards de dollars. Alors, vous savez que l'histoire est partie de la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes qui a pu révéler tous ces manquements budgétaires, entre guillemets, sous la gouvernance de Macky Sall. Et bien, finalement, l'Assemblée nationale s'en est appropriée. Je pense que une commission d'enquête a été ouverte dans ce sens-là. C'est dans ce cadre-là que Guy Maurice a pu, disons, formuler une résolution qui doit être soumise à l'Assemblée nationale pour adoption, afin que Macky Sall soit poursuivi pour haute trahison. Alors, cette haute trahison dont on n'a pas défini au niveau de la Constitution, c'est l'article 101 de la Constitution qui donne cette possibilité, disons, au gouvernement sénégalais de pouvoir poursuivre un chef d'État pour sa gestion antérieure. Donc, sans pour autant définir qu'est-ce que c'est une haute trahison. Donc, c'est un flou aussi qui existe de ce côté-là. Je pense que les Sénégalais vous diront que seul le juge saura définir qu'est-ce que c'est une haute trahison. Donc, c'est une situation assez complexe, oui, puisque la Constitution, c'est la loi mère. On attend de voir qu'est-ce que cela va être, disons... Qu'est-ce que cela va donner? Qu'est-ce que cela va donner et comment le juge va interpréter cet article de la Constitution.
Donc, voilà, il y a eu de la falsification de la dette publique, comme on l'a rappelé, à travers quelquefois des faux chiffres acquis dans Macky Sall. Donc, pour les députés du PASTEF dirigés par Guy Maurice, en tout cas à l'Assemblée nationale, en ce qui concerne cette enquête parlementaire, il parle d'une exceptionnelle gravité en ce qui concerne la gestion de la chose publique sénégalaise. Pour eux, jamais le Sénégal n'a été autant déshonoré par son gouvernement, donc sous le règne de Macky Sall. Donc, il y a cette mise en accusation qu'il faut le rappeler, doit passer par l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, il faut 3/5 pour pouvoir adopter cette résolution. Alors, il y a 165 députés au niveau du Sénégal, ce sont les députés qui composent l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que pour que cette résolution puisse passer, il faut 99 députés de l'Assemblée nationale pour que la résolution puisse passer et que Macky Sall soit poursuivable pour haute trahison. Or, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons 130 députés élus sous la bannière du PASTEF. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire tout simplement que si la résolution est soumise au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne sera qu'une simple formalité parce que tout simplement, le PASTEF en a autant en ce qui concerne de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est une résolution qui pourrait passer. Maintenant, c'est de savoir est-ce que le gouvernement ira jusqu'au bout, d'autant plus que la Cour des comptes, qui est la seule institution qui doit juger un chef d'État, a été mise en place le mois de décembre, le 21 décembre, si je ne me trompe pas, passé. Donc, ça veut dire tout simplement, tout est là. Aucune exception ne pouvait justifier, en tout cas, le non-jugement de M. Macky Sall. S'il est tenté que ce qu'on appelle par ailleurs haute trahison est bien, disons, constitué au regard de la Constitution en son article 101, on verra tout cela. Mais je pense que c'est déjà, disons, un coup dur pour l'ancien président d'être poursuivi de par sa gestion antérieure. Je crois qu'aucun chef d'État ne le souhaite. Nous estimons que la justice va être indépendante au niveau de cette affaire-là et que les Sénégalais sauront effectivement si cette dette cachée dont on parle en est effectivement une réalité au niveau du Sénégal. Bien, merci Yaya Diallo. Depuis Dakar, nous faisons également le point avec Abdoulaye Djidje qui est déjà au bout du fil. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur, comment vous êtes? Ça va ce matin, ça va très bien cher ami. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous résidez de ce côté. On parle notamment de ces nouveaux ennuis judiciaires pour Macky Sall, le président Macky Sall. D'entrée de jeu, que reproche-t-on exactement à l'ancien président? Alors bonjour et je salue tous vos téléspectateurs. Merci. Et c'est vrai que l'affaire fait grand bruit ici du côté du Sénégal. Et voilà, alors tout est parti, hein, comme vous l'avez si bien énoncé, d'une proposition qui a été annoncée par le député Guy Marius Sagna, justement pour qu'il y ait des poursuites contre l'ancien chef de l'État Macky Sall pour haute trahison. Alors, il est reproché à Macky Sall et à son régime d'avoir tripatouillé les finances, les chiffres des finances publiques de l'État, et ce qui, selon d'ailleurs Guy Marius Sagna, a causé de graves conséquences, en tout cas sur les finances publiques. Et cela, d'après Guy Marius Sagna, est constitutif de haute trahison. Alors, il faut surtout noter que Guy Marius Sagna y est allé avec prudence, parce que, comme lui-même l'a rappelé à l'Assemblée, les textes de loi ne prévoient pas du tout au Sénégal, les textes de loi ne définissent pas de façon très claire ce que c'est que la haute trahison. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'il a compris, et pour maintenant essayer de donner une certaine orientation à ses collègues, il a quand même tenu, au moment de l'exposé de ses motifs, de rappeler ce passage-là, que les textes de loi, en réalité, ne prévoient pas, ou du moins ne définissent pas la haute trahison. Et ça, c'est un fait. Alors, est-ce que cela aujourd'hui constituerait, disons, est-ce que cela pourrait être, pourrait favoriser une échappatoire pour l'ancien Premier ministre, ou bien est-ce que cela l'enfonce davantage?
Non, ça ne peut pas être un échappatoire, parce qu'en réalité, c'est vrai que si ma mémoire est bonne, la plus haute autorité qui a été traduite devant la Haute Cour de justice au Sénégal, c'est l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Mais même lui n'avait pas été jugé parce qu'entre-temps, il a eu à bénéficier d'un non-lieu. Alors maintenant, il faut quand même retenir que d'abord s'attarder sur ce que dit la loi en l'espèce. Alors la loi dit que le président de la République ou un ancien président de la République ne peut être poursuivi que devant la Haute Cour de justice. Alors, il faut initialement pour cela qu'il y ait une proposition de résolution, ce qui a été d'ailleurs fait par Guy Marius Sagna. Et cette résolution doit être votée par les 3/5 à l'Assemblée nationale qui doivent avoir voté la proposition. Alors, cette condition, le PASTEF qui est au pouvoir doit normalement pouvoir le faire, avoir une majorité qualifiée sans problème. Ensuite, la proposition va être portée devant la Haute Cour de justice, qui est présidée, il faut le noter, par un magistrat professionnel, ensuite qui est composé de députés. Alors, toutefois, il faut préciser que deux problèmes se posent. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas de définition exacte, comme j'ai eu à le dire, de ce qu'on entend par haute trahison. C'est principalement le gros problème. Alors justement... Parce que la haute trahison n'est définie par aucun... Oui. Dans aucun texte. D'accord. Désolé, monsieur Abdoulaye. Oui, en l'espèce, il revient au juge de définir. C'est ça le truc. Une fois que tout est mis en place, il revient au juge de définir justement cette haute trahison. Parce qu'en matière, par exemple, juridictionnelle, lorsque la loi est mûre, il appartient évidemment au juge d'interpréter, de définir et de dire la loi. En plus clair, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les juges qui diront si, dans ce qui est reproché par exemple au président Macky Sall, est-ce qu'il y a matière à retenir la haute trahison ou non. Et maintenant, si l'autre gros souci, et peut-être qu'on va revenir, c'est par rapport aux sanctions. Si jamais maintenant on parvenait à définir, à caractériser de façon très claire cette haute trahison-là, quitte en ce moment-là de la peine. Mais le gros souci aujourd'hui, c'est ça. Mais par rapport aux conditions, ce qui est les critères et les conditions qu'il faut mettre en place pour attraire le président Macky Sall devant la Haute Cour de justice, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est bien encadré. Maintenant, le gros souci, c'est ce fourre-tout qu'il y a, c'est la haute trahison. C'est véritablement un fourre-tout. Voilà. C'est vraiment un fourre-tout. Est-ce que cela ne va pas constituer quand même un véritable aujourd'hui problème en ce qui concerne la neutralité? Non seulement parce que là, si je vous comprends bien à travers cette définition qui aujourd'hui manque quand même, le juge va se servir de ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est ça? Ah oui. En fait, il faut noter que c'est vrai, en parler même de jurisprudence, on n'en a pas eu un cas précédent où un chef d'État a été attiré devant cette cour de justice. Voilà, donc déjà c'est ça, c'est un premier problème. Mais ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que si jamais, et d'ailleurs, un souci de liaison avec Abdoulaye Guégué que nous allons essayer de joindre à nouveau. Nous parlons de ces nouveaux ennuis judiciaires pour l'ancien président Macky Sall du côté du Sénégal. L'affaire fait grand bruit autour de cette question. Quelques précisions depuis Dakar. Je ne sais pas si du côté de la réalisation, Abdoulaye Guégué, est-ce qu'il est là? Bonjour, rebonjour. Rebonjour Guégué. Ben, on va continuer. Oui, Mohamed Leba, tu posais tantôt cette question en attendant de la voir. On va reprendre la question pour qu'il puisse mieux comprendre. Voilà, c'est aujourd'hui ce manque de définition quand même vis-à-vis de cette infraction, si on peut le qualifier comme ça, haute trahison. Le fait que cela ne soit défini, ça veut dire tout simplement que le juge pourrait se servir de la jurisprudence pour trancher dans cette affaire-là. Maintenant, est-ce que cela ne pourrait pas remettre en cause la neutralité du juge, surtout
d'autant plus que, il y a le rappelé tout à l'heure, il a été nommé après quand même le passage de Macky Sall. Bien, oui, il est déjà au bout du fil. Oui, Abdoulaye. Oui, alors, comme je le disais, le gros souci aujourd'hui, et bon, en tout cas pour l'opinion sénégalaise et tout le monde, face à ce flou qu'on a dans le texte, c'est comment définir justement cette haute trahison? Parce que pour mettre en place la haute trahison, les textes sont très clairs, c'est très bien encadré, et là-dessus, il n'y aura pas de souci. Ils peuvent facilement mettre en place toute la procédure qui va de la mise en place de la haute cour de justice, ce qui est d'ailleurs déjà fait, jusqu'à la procédure qui va permettre d'attraire le président Macky Sall devant cette cour-là. Maintenant, une fois cela fait, et je suis presque sûr que, en tout cas, si on se réfère aux différentes déclarations faites par-ci et par-là par certains ministres, le gouvernement actuel est déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique en la matière. Maintenant, si jamais il venait à la traire devant cette cour-là, le gros souci, il est là. C'est comment définir cette haute trahison. Et là-dessus, je pense que c'est là où on dit que, par exemple, il revient, parce que il revient aux juges de définir, aux juges qui sont là, de définir ou de caractériser, si vous voulez, cette haute trahison en se fondant sur les arguments qui ont été avancés. C'est pourquoi Guy Marius Sagna, qui a porté cette requête-là, a pris quand même le soin de relever en disant qu'il y a une extrême gravité qui a été notée dans le tripatouillage des finances pour lui et qui, selon lui, est suffisamment clair et suffisamment palpable pour permettre à la haute cour de justice de poursuivre le président Macky Sall pour haute trahison. Mais voilà. Monsieur Abdoulaye, haute trahison, c'est une accusation quand même haut niveau et qui concerne directement l'ancien président sénégalais. Comment Macky Sall, lui, accueille ce vent? Alors, la question lui a été, posée une fois, et en réalité, il en a ri. Il en a ri parce que pour lui, il n'a absolument rien à se reprocher. Et d'ailleurs, il leur a dit simplement, ils peuvent le poursuivre s'ils veulent. Mais lui, franchement, il se base sur un bilan. Il dit qu'il a fait un travail exceptionnel qui a permis de propulser le Sénégal vers l'avenir en investissant sur des infrastructures futuristes. Et il a même eu à citer, par exemple, le TR qui permet aujourd'hui de désengorger la capitale, les habitants qui viennent de la banlieue pour aller travailler jusqu'à ici. Il y a également les autoroutes qu'il a mis en place. Bref, il a énuméré autant d'infrastructures, de développement qu'il a eu à mettre en place avec son gouvernement et que pour lui, il est aujourd'hui installé au Maroc. Mais cela ne veut pas dire qu'il est en train de fuir. Si la justice de son pays a besoin de lui, qu'il sera là. Mais en réalité, toute cette expression-là, il l'a fait sous le ton du rire. Il a vraiment ri de tout ça. Et c'est d'ailleurs le même sentiment qui a été abordé par ces militants. Hein. Les gens ont tout simplement dit que c'est pas possible de pouvoir poursuivre le président Macky Sall. Si je me réfère d'ailleurs à la déclaration faite par un de ses proches, le ministre Yoroya, qui a carrément dit que ce n'est pas possible, si on se réfère à la haute trahison, que ça ne définit pas justement sur quoi on doit se baser réellement pour pouvoir poursuivre le président Macky Sall. Alors, Ablaye, revenons un peu sur le rapport de la Cour des comptes, puisque c'est l'élément déclencheur. Alors, si vous avez connaissance, ou vous avez pris connaissance, pour ainsi dire, de ce contenu-là, est-ce que dans ce contenu-là, on nous a défini effectivement la destination de cette dette cachée? Est-ce au projet personnel de Macky Sall ou au projet de l'État sénégalais? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est l'opinion publique sénégalaise. Aujourd'hui, quelle est la tendance qu'on peut dégager de cette situation? Alors, pour la dette, c'est vrai qu'on parle de plus de 7 milliards, si je ne m'abuse sur les chiffres. En fait,
que c'est d'ailleurs l'actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a porté ce combat-là, on va le dire comme ça, parce que c'est sur les réseaux sociaux, c'est principalement sa cible. Il s'est adressé aux militants du PASTEF et il n'a pas lésiné sur les moyens, sur les mots. Il a qualifié les choses de haute trahison, il faut le dire comme ça. Voilà comment il a qualifié, parce que pour lui, le président Macky Sall et son régime ont eu vraiment à faire des choses extrêmement graves, par exemple sur nos finances. Alors, j'ai essayé de rechercher un peu les chiffres, mais globalement, par exemple, aujourd'hui, j'essaie juste de trouver, excusez-moi, j'essaie de trouver juste quelques chiffres. Alors, par exemple, ici, à la suite d'un audit réalisé en février 2025 sur la situation des finances publiques du Sénégal, couvrant la période de 2019 au 31 décembre 2024, le pôle financier d'ailleurs a décidé d'ouvrir une enquête face à des faits jugés potentiellement répréhensibles par la loi. Et on parle de plusieurs milliards. En fait, j'ai pas les chiffres sous mes yeux, mais c'est exactement ce qu'on reproche à Macky Sall. C'est déjà, il a sous-estimé la dette. Et en cela, et face à l'opinion pour expliquer cela, on a expliqué aux Sénégalais que cet argent-là n'est pas, ils ont pris beaucoup de milliards, sans passer par exemple par le circuit normal. Et c'est pour dire que ces milliards-là ont été pris par les ministres de Macky Sall, les principaux, en tout cas dignitaires de ce régime-là, qui les ont tout simplement mis dans leur poche sans passer par le cours normal. Et puis maintenant, ils sont venus pour sous-estimer la dette. Alors, ça a créé un gros bras de fer avec le FMI, qui a d'ailleurs envoyé une mission à Dakar, parce que le Sénégal, il faut le rappeler, a besoin aujourd'hui d'1,8 milliard d'euros de dette de la part du FMI. Et lorsque le FMI a été saisi, ils sont venus à Dakar, et d'ailleurs l'actuel ministre des Finances avait dit, je le cite, que le Sénégal attendait incessamment d'entrer dans ces fonds-là, 1,8 milliard d'euros, et qu'on en a vraiment besoin. Mais le représentant de FMI, M. Gamaël, avait répondu tout simplement que oui, cela peut se faire très rapidement, mais il faudrait auparavant que le Sénégal éclaircisse, élucide cette question de tripatouillage des finances publiques annoncée par l'actuel régime par le biais de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Et on a donné au Sénégal un délai jusqu'au mois de juin pour essayer d'éclairer cette question-là. Alors, c'est d'ailleurs dans cet élan que la Cour des comptes avait, il y a quelques mois, rendu son rapport, et les ministres de Finances et le porte-parole du gouvernement s'étaient adressés à la population pour dire, oui, écoutez, voilà ce qu'avait annoncé le Premier ministre sur la dette qui a été surfacturée. C'est effectif, la Cour des comptes vient de donner son rapport. Mais après ce rapport-là, le FMI a insisté en disant que, écoutez, nous attendons toujours que vous nous donnez une enquête exhaustive qui va conforter ce que vous avez dit, que le régime de Macky Sall a effectivement tripatouillé. Alors, du côté de l'opinion publique, il faut dire que les gens sont divisés. Il y a les pro-pastéfiens, tous ces gens-là qui sont du côté de pouvoir, qui s'alignent sur cette cote de popularité de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Alors, les pastéfiens, pour eux, c'est clair, c'est net, il n'y a même pas de doute. Ce que Ousmane Sonko a annoncé il y a quelque temps par rapport à ce tripatouillage des finances publiques, ça ne souffre d'aucun doute, ça existe. Et selon eux également, c'est conforté par le rapport de la Cour des comptes. Je veux dire, ils prennent pour argent comptant tout ce qui a été annoncé par le Premier ministre et son gouvernement. Alors, et vous avez de l'autre côté ceux qui sont des pros de l'ancien régime, et également ceux qu'on peut appeler simplement cette couche de la population qui reste plus ou moins neutre. Pour eux, on attend de voir
c'est vraiment la position qui se dégage si on fait un peu le tour des télévisions, des radios, mais également au niveau des réseaux sociaux. Les gens attendent de voir. Alors, je vais citer juste quelques réactions des gens de la société civile qui se sont dit, mais écoutez, il n'y a pas lieu de se précipiter, puisque un délai a été donné au gouvernement jusqu'au mois de juin pour élucider complètement cette affaire-là. Attendons le mois de juin, et à partir de là, avec des chiffres concrets, qu'on nous dise exactement en quoi le régime de Macky Sall a pu... Qu'est-ce que le régime de Macky Sall a pu faire en termes de tripatouillage des finances publiques. Alors pour d'autres, non, le gouvernement doit maintenant, parce que s'ils sont allés jusqu'à faire de telles avances, c'est qu'ils ont les preuves. Alors, le gouvernement, de son côté, essaie coûte que coûte de montrer à l'opinion que ce qu'ils ont eu à avancer est exact. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que une enquête a été enclenchée d'ailleurs, et ça a été confié à la DIC. La DIC, c'est la division des investigations criminelles, et qui va d'ailleurs commencer le travail préliminaire qui, à terme, va aboutir va permettre d'attraire certains ministres, dont les anciens ministres de l'économie et des finances, Abdoulaye Daouda Diallo. Il y a également le ministre Mansour Faye, qui est le frère à l'épouse du président de la République. Incessamment, ces deux ministres-là devraient être attraits devant la DIC pour mener des enquêtes préliminaires qui vont d'abord aboutir devant le pôle judiciaire financier, mais à terme, c'est clair que c'est pour les traduire devant la Haute Cour de justice. Donc, tout ceci pour dire qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place, si vous voulez, le puzzle pour d'abord s'attaquer aux ministres, aux DG qui sont incriminés dans ce rapport. Monsieur Abdoulaye. Dans ces fautes de gestion-là. Voilà. Monsieur Abdoulaye, on sait dans quelles circonstances le PASTEF, à travers l'audio Diomaye Faye Sonko est arrivé au pouvoir, en tout cas surtout avec le Premier ministre Sonko qui a de mauvais souvenirs de l'ancien régime. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il y a lieu d'imaginer un règlement de compte à travers cette affaire? A priori, on ne peut pas s'aventurer tout de suite comme ça, dire oui ou non, mais du côté, en tout cas, de l'opinion publique, de façon globale, comme j'ai eu à le dire aujourd'hui, on ne peut pas faire une analyse sur des points comme ça sans pouvoir diviser justement l'opinion, parce que en réalité c'est ça aujourd'hui, l'opinion sénégalaise est vraiment divisée. Vous avez cette opinion-là qui est pro-PASTEF et vous avez cette autre opinion qui est soit pro-ancien régime ou alors neutre. C'est clair que cela va du côté de quel côté qu'on se trouve. Si on est du côté de PASTEF, c'est clair qu'on se dira que oui, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. La justice va faire son travail de façon très indépendante, etc. D'ailleurs, il y a des enquêtes, il y a des préalables qui sont mis en place. Ça, c'est l'argument que les gens vont prendre. Mais de notre côté, lorsqu'on est du côté du régime, de l'ancien régime, ou même qu'on est tout simplement du côté de la société civile, parce qu'il faut se rappeler aussi que la société civile, depuis quelque temps, s'est rangée, en tout cas adopté une position qui ne va pas dans le sens de l'actuel régime. Il y a d'ailleurs 18 organisations de la société civile qui se sont regroupées autour d'un pôle et qui est en train de mener une tournée nationale au niveau des chefs religieux qui ont une très grande influence au Sénégal pour justement décrier la gestion globale des affaires de l'État par l'actuel régime. Alors, si vous prenez cette couche-là et celle de l'ancien régime, les gens vous diront clairement que, écoutez, tout ce qui se passe là, on ne croit pas qu'on va aboutir à une justice indépendante, parce que simplement, je reprends juste des propos qui ont été avancés par certains, qui dénoncent une justice à deux vitesses. Par exemple, ils vous disent que des gens ont été... le procureur de la République, par exemple, s'est autosaisi en envoyant en prison un journaliste, Adama Gaye, qui a tout simplement eu à
posté sur la mort de l'ancien ministre des Finances, Moustapha Ba, en disant que M. Moustapha Ba a été tué. Alors le procureur s'est autosaisi, le monsieur a été entendu au niveau de la sûreté urbaine, c'est par la suite qu'il a été libéré. Quelques jours seulement après, c'est le porte-parole du gouvernement, M. Sarré, qui lui est allé dans une manifestation politique, c'est-à-dire qu'il n'était pas sous la casquette de porte-parole du président, mais dans une manifestation politique du PASTEF, et lui, il reprend en disant que le monsieur Moustapha Ba a été tué, mais il va plus loin en disant dans des circonstances troubles. Alors, ils disent qu'on ne peut pas envoyer un journaliste dans les liens de la détention simplement parce qu'il a posté en disant que M. Moustapha Ba a été tué. Et dans le même temps, le procureur laissait libre, laissait le M. Sarré, qui est le porte-parole du gouvernement, vaquer librement à ses besoins, alors que celui-ci allait plus loin en disant que M. Moustapha Ba a été tué, mais dans des circonstances troubles. C'est juste des exemples comme ça. Bien. Que les gens avancent pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, la justice est sous les ordres du régime et qu'ils ne croient pas que dans ce cas d'espèce, qu'une bonne justice sera administrée. Merci Abdoulaye Djiki. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous intervenez depuis Dakar. Merci d'être intervenu chez nous et merci pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie. Bien. En RDC, le conflit dans l'Est préoccupe la communauté nationale et internationale. C'est une mission délicate déjà qui a été confiée au président Faure Gnassingbé et qui l'a aussi accepté. Il succède donc à Joao Lorenzo comme médiateur de l'Union africaine dans la crise qui secoue la RDC. Premier déplacement, première rencontre à Kinshasa avec Félix Tshisekedi Mohamed Leba. Oui, il faut quand même le dire, Joao Lorenzo qui a abandonné ce rôle après plusieurs, disons, tentatives infructueuses de paix depuis 2022. Dans quel contexte aujourd'hui Faure Gnassingbé accepte quand même cette médiation dans l'est de la RD Congo avec ce conflit aujourd'hui qui oppose les deux pays, notamment, il faut le dire, le Congo au Rwanda. Il s'agit quand même d'une guerre aujourd'hui très ouverte avec, disons, à la clé 6 cessez-le-feu qui ont carrément échoué. Donc, c'est dans ce contexte aujourd'hui, il faut le dire que le président togolais quand même prend, disons, la place du président angolais Joao Lorenzo. Il faut le dire que la décision, le nommant a été annoncé le 13 avril dernier. Le 13 avril dernier, dans un contexte de tension bien entendu persistante entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, marqué par des accusations, disons, mutuelles, de soutien à des groupes armés et des offensives militaires récemment quand même qui ont fait plusieurs morts dans l'est du pays. Et il faut aussi dire que ce conflit, il est ancré avec ce nouveau rôle du nouveau médiateur, Faure Gnassingbé, qui l'a accepté d'office. Il faut quand même le rappeler, la région de l'Est de la RD est riche en ressources, disons, minérales, qui aujourd'hui reste le théâtre d'une guerre opposant l'armée congolaise au M23, c'est-à-dire mouvement de mars, de 23 mars, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda selon Kinshasa. Ce mouvement a repris ses activités en fin 2021 et a conquis quand même des villes clés comme Goma et Bukavu et lors d'offensives éclairs. Les tensions entre la RD et le Rwanda donc s'enveniment quand même avec des accusations de soutien au, disons, FDLR hostile à Kigali d'un côté et au M23 de l'autre. Aujourd'hui, il faut dire que la mission quand même de Faure Gnassingbé s'annonce quand même, disons, de taille, parce qu'il s'agit là de trouver la solution soit à une guerre qui quand même dure depuis des décennies maintenant. La reprise en 2021
avec ces médiations, notamment de l'ancien du président, disons, angolais João Lourenço, et qui a volontiers abandonné les charges parce qu'il avait trouvé qu'il ne pouvait plus trouver de solution. Dans quel contexte aujourd'hui et quel va être le rôle du nouveau médiateur? Il faut dire que Gnassingbé devra quand même relancer le dialogue entre la RD Congo et le Rwanda en harmonisant les processus quand même de médiation existant déjà, et celui de Luanda piloté par l'Angola, je le rappelais, avec le président João Lourenço, et celui de Nairobi quand même sous l'égide de la communauté d'Afrique de l'Est pour éviter la fragmentation aujourd'hui des efforts quand même diplomatiques, parce que dans ce sens-là il y a beaucoup d'efforts aujourd'hui diplomatiques déployés ça et là, mais je vous le disais à l'entame, il y a eu 6 cessez-le-feu qui ont échoué. À chaque fois que c'est-à-dire cette décision de baisser ou de déposer les armes, c'est-à-dire ces décisions ont été prononcées, à chaque fois il y a un côté quand même qui passe outre ces différentes décisions-là, et finalement on reprend les armes et la guerre continue dans cette autre partie de la RD Congo. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Est-ce qu'il peut y avoir des atouts ou soit peut-être des défis du médiateur togolais? Il faut quand même saluer ou peut-être rappeler la neutralité de l'homme qui est perçue, parce que le Togo quand même n'appartient aujourd'hui à aucune de ces organisations, disons, régionales impliquées, l'EAC, SADC ou CCAC. Et Gnassingbé entretient des relations quand même équilibrées avec les présidents, disons, congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Donc on a tout crucial aujourd'hui qui pourrait peut-être carrément dégonfler la crise entre ces deux pays-là, ou vraiment les tensions entre ces deux présidents. De l'autre côté, il y a ces critiques internes. Une quinzaine aujourd'hui d'organisations de la société civile togolaise quand même contestent la légitimité de l'homme, et pointant son bilan en matière de droits humains. Parce que ce n'est pas une première fois que Faure Gnassingbé soit quand même désigné médiateur à travers les pays. Récemment, c'était avec des pays de l'AES. Nous avons vu avec le Burkina Faso, le Mali, et ainsi de suite. Donc, pratiquement, il faut dire qu'il n'y a pas eu de résultats, parce qu'aujourd'hui, malgré les médiations, malgré certaines décisions prises par les organisations, disons, régionales, ces pays quand même, ces autres pays de l'AES sont restés figés sur leur position. Il n'y a pas eu, c'est-à-dire de rétropédalage, il n'y a pas, aucun de ces pays-là n'a quand même capitulé face à ces différentes, disons, décisions. Maintenant, parlons de ces coordinations internationales. Quel va être le rôle du nouveau, c'est-à-dire de l'entrant? Il faut quand même dire que son rôle devra s'articuler avec les acteurs internationaux, notamment l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, et d'autres rôles quand même régionaux avec MONUSCO, et vraiment aujourd'hui, ainsi que la médiation qatari perçue comme plus agile, et que les mécanismes aujourd'hui bureaucratiques de l'Union africaine. L'Union africaine dont on parle moins. Récemment, c'était hier, il y a le mentionné concernant la guerre au Soudan, l'Union africaine qui reste, disons, silencieuse, dont on voit moins quand même les efforts, disons, visibles. On ne dit pas qu'il n'y a pas aujourd'hui d'efforts dans ce sens-là pour quand même décrisper la situation dans ces différents pays-là. Mais pour ce qui est aujourd'hui de la RD Congo, il faut dire que Faure Gnassingbé arrive dans un contexte où si cessez-le-feu ont échoué depuis fin, disons, 2021. Sa mission donc va consister à rétablir la confiance entre Kinshasa et Kigali en garantissant sa neutralité, obtenir des engagements concrets de désescalade malgré l'intensification récente des violences et des déplacements de population.
Bien. Il va pouvoir quand même capitaliser sur les avancées, disons, de pourparlers de Doha où les présidents rwandais et congolais se sont d'ailleurs rencontrés. Donc la désignation de Faure Gnassingbé reflète carrément la recherche d'un équilibre diplomatique par l'Union africaine, mais son succès dépendra carrément de sa capacité à fédérer les initiatives multiples et à imposer une dynamique de paix dans une région marqué par des décennies de conflits. Aujourd'hui, il va relever ce défi. Le mieux, il faut l'observer pour savoir réellement comment tirer une conclusion vis-à-vis de cette nouvelle médiation dans l'Est du Congo. Mohamed Leba, nouvelle tête pour désamorcer la crise. Nous suivrons de très près cette mission de Faure Gnassingbé. La pause derrière, on se retrouve pour la suite de ce débat. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie...
Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30 minutes. Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous regardez à la télé. Merci de votre fidélité à la radio. Vous nous suivez partout à Conakry, à l'intérieur du pays sur notre fréquence, la 89.5, sur notre site d'information siaminfo.com. Notre application est disponible également sur Play Store et App Store. Kavi Média téléchargé pour être au cœur de nos programmes. On parle de cet autre sujet et c'est notre sujet du jour, vers un numéro personnel d'identification NPI. C'est une avancée majeure pour la modernisation de l'état civil en République de Guinée. Un numéro personnel d'identification sera bientôt attribué à chaque citoyen. À quoi servira-t-il? Comment fonctionnera-t-il? Les explications avec Mamadi Kaba. Il est spécialiste des télécommunications et du développement en numérique. Monsieur Kaba, bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Et vous? Merci de m'avoir invité dans des conditions pas faciles. Avec un calendrier très très chargé, nous comprenons ce matin. Oui, merci. Évidemment. Merci de trouver ces quelques minutes pour nous. On parle de cette innovation, si on peut l'appeler comme ça, un numéro personnel d'identification, j'y arrive, NPI, pour la modernisation de l'état civil en Guinée. Vous êtes spécialiste des télécommunications et du développement numérique. Qu'est-ce que ce numéro personnel d'identification pourra faire? En tout cas, quelle sera sa contribution et pourquoi le mettre en place maintenant en Guinée? Bon, pour commencer, bonjour à tous. Pour commencer, en fait, on est déjà en retard, hein, parce que dans tous les pays développés, dans tous les États, on a aujourd'hui un numéro d'identification unique. C'est-à-dire, à partir de ce numéro, tu peux identifier une personne. Donc, le même numéro va se retrouver sur nos passeports, sur nos cartes d'identité et sur les documents à la fois scolaires, universitaires et les documents d'emploi de tout un chacun. Ça permet, en fait, d'identifier une personne. Voilà, c'est ça d'abord l'objectif du numéro personnel d'identification, c'est de pouvoir identifier un individu. Donc, si à la naissance, on octroie en fait ce numéro à un bébé, en principe, ce même numéro doit se retrouver sur son certificat de décès, même après 80 ans. Vous voyez, donc d'abord, il y a une question de fiabilité. En termes de statistiques, ça permet à l'État de suivre de facto et de façon automatisée les naissances, les décès. Et comme vous le savez, quand c'est organisé comme ça, là, ça permet à l'État de prendre des décisions à la fois politiques, économiques, mais aussi sociales. Donc pour moi, c'est une très belle initiative. On était en retard là-dessus. Mais je pense qu'il y a assez d'investissements quand même derrière, parce qu'il faut des infrastructures, il faut des centres d'hébergement, donc des centres de données qu'on appelle data centers. Il faut des infrastructures. Pour moi, c'est un décret de création, mais au-delà, il va falloir avoir une législation, il va falloir avoir toute une loi, ou plusieurs lois d'ailleurs, c'est pourquoi je parle de législation, mais il faut aussi avoir à la fois la ressource humaine pour pouvoir gérer tout ça, mais aussi des infrastructures, comme je viens de le dire. Alors, M. Kaba, vous dites qu'on est déjà en retard. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce retard? Non, ben, attends. Pour moi, c'est une décision politique. Hein. Comme je viens de le dire, c'est des millions et des millions de dollars qu'on doit investir là-dedans. Donc, je pense que le régime actuel en fait une priorité. C'est tout. C'est des décisions politiques. Hein. C'est des décisions politiques. Mais pour moi, en fait, surtout sur le plan sécuritaire, ça a un rôle essentiel à jouer, en fait. Sur le plan sécuritaire. Parce que ça permet de retrouver un malfrat, si je me permets de le dire, ou quelqu'un qui a commis un crime au-delà de nos frontières, en fait. Bien. Maintenant, est-ce que ce numéro personnel d'identification remplace d'autres documents existants, hein, vous qui êtes spécialiste, ou vient-il les compléter? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, je pense qu'il y aura une mise à jour automatique. En principe, dans des circuits comme ça, de digitalisation, en fait, le numéro, il est numérique. On est d'accord. Avant d'être physique, il est numérique.
Donc, on peut l'agréger sur l'ensemble des documents que la personne possède. Par exemple, si on crée ton numéro personnel d'identification, au moment où c'est créé, on peut faire en sorte que ce numéro soit transféré sur l'ensemble de tes pièces d'identité. Carte d'identité, carte d'emploi, passeport et ainsi de suite. Mais ça, c'est de facto. Parce qu'à un moment donné, ce qui va... En fait, à un moment donné, on doit unifier en fait ça. On doit unifier les registres en fait d'état civil. Bien. Maintenant, autre inquiétude, hein, M. Kaba. Vous le savez déjà, aujourd'hui, c'est un problème majeur, pas qu'en Guinée, même dans le monde, c'est la protection des données personnelles et la confidentialité. Aujourd'hui, est-ce que ce numéro n'expose pas les citoyens guinéens à quand même quelle garantie, en gros, pour la protection des données personnelles et la confidentialité? Parce que technologiquement, vous savez ce à quoi on est exposé si nous n'avions pas toutes les ressources nécessaires. Ah mais bon, ça c'est un défi de tous les jours. Quand tu prends les grands pays avec toute une armée de lutte contre tout ce qui est cybercriminalité, il y a ce problème dont vous venez de parler. Dans un certain nombre de pays, on parle de numéro de sécurité sociale. Parfois, tu te retrouves avec ce numéro qui se fait hacker ou qui est dérobé par une personne tierce qui fait du n'importe quoi avec et qui arrive même à dérober en fait des montants dans des comptes en banque. Pour moi, ça va avec. Et ça, c'est le développement numérique, la digitalisation, l'avancée technologique a toujours ce côté-là. Mais je pense que pour mettre en place un numéro personnel d'identifiant, il y a forcément un volet sécurité, un volet sécurité informatique et un volet sécurité physique. Je pense que les autorités vont y penser et déjà au niveau des infrastructures, les normes d'infrastructures qui doivent être mises en place pour pouvoir héberger ces données, pour pouvoir faire les enregistrements de ces numéros, générer ces numéros d'identifier, ces numéros pour identifier en fait les individus. Ces infrastructures-là ont déjà des systèmes de sécurité intégrés. Des systèmes de sécurité intégrés. Parce que, en fait, vous voyez, pour générer un tel numéro, il y a en effet des niveaux de protection. Vous allez voir que soit on va identifier la personne à travers son empreinte digitale ou à travers d'autres types d'identification en fait biométrique. Ça peut être avec le laser, à travers les yeux, ainsi de suite. Mais pour générer déjà d'abord le premier pas pour générer ce numéro d'identification personnelle, on a les lignes de sécurité qui sont déjà intégrées dans le système. Maintenant, au-delà, la protection au-delà, quand le numéro il est émis, il est sur les passeports, les cartes d'identité ou autres documents d'état civil, en fait. Ça va au-delà, en fait, de l'informatique en ce moment. C'est une question de sécurité nationale. Donc, moi, je pense que la police et les autres corps qui ont pour rôle en fait de sécuriser les populations entrent en jeu à ce niveau. Mais sur le plan des infrastructures numériques, soyez sûr que ce type d'infrastructure, on ne le met pas en place sans prendre en compte l'aspect sécuritaire. Alors, monsieur Kaba, parlons justement de ces infrastructures numériques-là. Combien de centres data nous faut pour pouvoir contenir toutes ces données-là? Et ensuite, le coût budgétaire. Vous avez parlé de plusieurs millions de dollars. Est-ce qu'au regard de la situation économique du pays, on pourrait faire face parallèlement à un tel projet? Voilà. En fait, très sincèrement, je vais être honnête avec vous. Pour le moment, on n'a pas encore un centre de données efficace. Je dis bien efficace et certifié qui puisse héberger ces données d'état civil. Pour le moment.
C'est pourquoi j'ai parlé d'infrastructure. Parce que générer un numéro personnel, comment on appelle, un numéro personnel d'identification. Voilà, un numéro d'identification personnelle demande assez de données à héberger. Parce que vos données, en fait, c'est un registre d'état civil. C'est-à-dire que le numéro, là, il va générer toute une sorte de registre d'état civil. Donc, les papiers de mariage, les papiers de naissance, les papiers de décès. Donc, en quelque sorte, toutes ces papyrasses-là doivent être numérisées et digitalisées. Donc, quand on parle de numérisation et de digitalisation, on parle forcément de stockage de données. Donc, il faut un centre de données pour héberger spécifiquement les données d'état civil en République de Guinée. Par moment, je sais qu'un certain nombre de données d'état civil ont été hébergées à l'extérieur de la Guinée, ce qui nous exposait énormément. Mais maintenant, si on doit aller sur une sorte de digitalisation sur l'ensemble des services d'état civil, on n'a pas autre choix que de construire un data center spécifiquement pour l'hébergement des données d'état civil en République de Guinée. Un data center. Alors, pour matérialiser quand même tout cela, cela quand même demande assez de fonds. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'État guinéen a suffisamment d'argent pour parvenir réellement à matérialiser ce projet? Et pour aller plus loin, combien coûterait un centre data à la Guinée? Attention, il y a un data center de Tirtois, qui a été initié, je pense, sa construction a été initiée, je pense, en 2019, 2020, qui est en cours, c'est pas encore finalisé. Mais moi, je déconseille qu'on héberge nos données d'état civil dans un centre de données qui va héberger d'autres données. Voilà, il faut que ça soit clair. Pour les données d'état civil, il faudrait qu'il y ait un centre spécifiquement conçu pour ça. Maintenant, le coût, ça va être compliqué d'estimer. Parce que, vous savez, en termes de data center, il y a les types, en fait. Il y a les tiers 3, il y a les tiers 2, il y a aujourd'hui d'autres data centers de type intelligence artificielle. Voilà, ça c'est un autre niveau, mais ça a des coûts de millions, hein, ça a des coûts de millions. Bien. Millions de dollars. Ça dépend à la fois du niveau de sécurité et de l'efficacité en fait, des équipements, des infrastructures et ainsi de suite. Mais ça a des coûts de millions, disons à partir de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Maintenant, à partir, donc, okay. Cette autre question, supposons, hein, aujourd'hui on a un data center, on a les moyens, mais un autre aspect qu'il ne faudrait pas laisser pour compte, c'est les défis particuliers hein, dans les zones notamment rurales, au déficit d'accès. Aujourd'hui, la Guinée, il y a quand même des zones qui sont très difficiles d'accès. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'estimez pas que c'est un autre frein à cette initiative prônée par les autorités militaires? Non, bon, moi, à mon avis, au moment où, par exemple, pour faire les recensements, hein, les recensements, en fait, que ce soit à vocation pour aller vers les élections ou que ce soit pour autre chose, mais quand on fait les recensements, on arrive à aller, en fait, dans ces zones-là. Même ces zones reculées, on arrive à aller. Au moment où on arrive à aller dans ces zones reculées en temps de recensement, moi, je pense que ça n'a aucun problème parce que en fait, pour moi, ce sont les mêmes approches d'identification. Pendant le recensement, la manière dont on identifie en fait, les électeurs, c'est la même manière qu'on va identifier les Guinéens pour pouvoir générer en fait, leur numéro NPI. Voilà, ici, c'est difficile à le dire parce que je ne sais pas s'ils appellent numéro personnel d'identification ou numéro d'identification personnelle, je ne sais plus. Mais après, bon, l'un dans l'autre. Voilà, bon, ça revient à la même chose. Ouais.
on parle du numéro de sécurité sociale, par exemple, dans d'autres pays, en fait. En fait, le souci, aujourd'hui, ça va être comment unifier, en fait, l'ensemble des registres, en fait, d'état civil en République de Guinée. Ça, c'est un. Malheureusement, on a perdu notre invité. On parle notamment de ce numéro personnel d'identification avec Mamadi Kaba, qui est spécialiste des télécommunications et du développement numérique. Il essaie tant bien de nous expliquer un peu les contours de cette initiative, la portée et notamment les risques aujourd'hui pour la République de Guinée. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter que les données personnelles ne tombent dans de mauvaises mains, comme dans d'autres pays qui sont encore plus en avance par rapport à la République de Guinée. Et les défis majeurs, il faut le dire, de cette initiative aujourd'hui présidentielle, comme aiment le dire les autorités de la transition. Oui, Monsieur Kaba. Alors, voilà. Je disais qu'aujourd'hui, en fait, le défi aujourd'hui, c'est un défi d'uniformisation, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut déjà d'abord arriver à uniformiser l'ensemble des registres d'état civil. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a pris son extrait de naissance, il a fait son cursus scolaire, on est d'accord, il a eu un emploi, il s'est marié, lui-même il a fait des enfants. Il y a toute une suite, en fait, de registres d'état civil derrière cette personne. Il va falloir unifier tout ça. Et une fois qu'on les unifie, on accorde, en fait, à cet individu un numéro unique. C'est ce numéro-là dont on parle, en fait. Donc ça, c'est aujourd'hui un très grand défi parce que pendant plus d'un demi-siècle, en fait, le système guinéen a été un système sous papier, mais totalement sous papier. Donc, ce passage-là, il est très compliqué et c'est un défi énorme. Ça, c'est un premier défi. Un deuxième défi, c'est comment centraliser l'ensemble des documents d'état civil détenus par un individu. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourra unifier, en fait, les références, carte d'identité nationale, passeport et autres documents, comment on peut les unifier pour qu'ils soient intégrés dans ce numéro, enfin pour ceux qui ont déjà pour ceux qui ont des passeports, oui. Voilà, qui ont déjà des passeports, en même temps les cartes d'identité et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on va pouvoir unifier ça pour que son numéro d'identification personnelle ou son numéro personnel d'identification puisse correspondre en fait aux documents que la personne possède déjà. Ça, c'est un grand défi. C'est un très grand défi parce que souvent, les systèmes ne sont pas pareils. Bien. Voilà. Alors, M. Kaba, il se trouve que au même moment, la Guinée quand même entend plusieurs programmes, plusieurs opérations allant dans ce sens. Il y a le recensement biométrique de la population qui est annoncé, l'OpenRAVEC aussi qui poursuit ses activités. Il y a aussi cette gratuité des cartes d'identité aussi nationales qui a été annoncée par les ministres de la sécurité, de l'administration du territoire, mais aussi des affaires étrangères. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de rationaliser toutes ces opérations-là pour faire l'économie financière à l'État, financière, j'allais dire? En fait, vous savez, en principe, si on avait le temps, peut-être que sur le plan politique, le temps presse, il faut aller vers les élections. Moi, j'en sais rien. Sur le plan politique, je ne sais pas. Mais si on avait le temps, la meilleure des choses, c'était de faire le PNRAVEC. On est d'accord. Oui. Étaler ce programme. C'est vrai que c'est un programme qui demande assez de ressources et assez de temps. Et au niveau de ce PNRAVEC, on tire en fait un fichier électoral pour aller vers les élections. Parce que le PNRAVEC permet d'avoir un fichier unique d'état civil, en quelque sorte. Ça allait nous permettre en fait de gérer un certain nombre de problèmes d'unification et de mise en place en fait d'un fichier unique
d'état civil. Le PNRAVEC allait pouvoir corriger tout ça. Mais même dans les pays avancés, le PNRAVEC, dans un certain nombre de pays, a pris 5 ans, 6 ans, 7 ans avant d'être vraiment clôturé. Donc c'est un travail très ardu. Mais aujourd'hui, je pense que on peut aller vers un recensement et avoir un fichier électoral pour aller vers les élections. Et après les élections, continuer le PNRAVEC et unifier en fait tout ce qu'on a comme registre d'état civil en fait. C'est bien possible. C'est un travail très ardu, mais c'est possible. C'est pas impossible, c'est possible. Alors, M. Kaba, pour la réussite de cette initiative, il y a un problème déjà de fond que vous avez rappelé tout à l'heure. Il y a aussi un problème d'hébergement de toutes ces données en perspective. Vous avez aussi rappelé cela. De l'avis d'un expert que vous êtes, est-ce qu'on peut dire que l'État guinéen, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme charge, n'a pas de moyens pour se lancer dans cette aventure? Je ne dirais pas que l'État n'a pas forcément les moyens. Si l'État en fait une priorité, c'est que l'État va trouver les moyens pour le réaliser. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on a comme priorité, ça va prendre du temps avant quand même que le numéro personnel d'identification soit vraiment disponible. Très sincèrement, on aura besoin du temps en fait. Bien. Du temps et beaucoup d'engagement. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Il faut surtout éviter d'héberger nos données à l'extérieur du pays. Oui. À un moment donné, un certain nombre de pays le faisaient. Vous avez vu le cas du Mali, où certains nombres de données étaient hébergées en France. Quand il y a eu rupture, ça a créé assez de tollé. Alors, quels sont les risques liés à ce facteur? Vous avez des données d'état civil qui étaient hébergées en France. Ils ont eu assez de difficultés pour pouvoir les rapatrier. Donc, il ne faut pas se précipiter. Bien. C'est une très belle initiative, mais il faut aller tout doucement, il faut aller intelligemment, il faut mettre pas à pas l'ensemble des prérequis pour pouvoir aller vers ce numéro personnel d'identification et clôturer, en fait, même si ça doit prendre plusieurs années, mais il faut aller intelligemment, il faut aller tout doux et il faut mettre tout en œuvre pour que nos données puissent être hébergées en Guinée sur place. Surtout en Guinée. Oui, Mohamed, dernière question. Quels sont les risques, parce que vous l'évoquiez, quels sont les risques liés quand même au fait que ces données soient quand même hébergées hors de nos frontières? Si c'est utilisé hors de nos frontières, c'est qu'il y a risque que d'autres États puissent l'utiliser. Parce que vous savez, l'espace virtuel, c'est un peu comme l'espace physique. Donc, un espace physique est toujours contrôlé par l'État. On est d'accord, c'est un devoir, en même temps, c'est un droit. Donc, si vous partez héberger vos données dans un espace virtuel qui n'est pas sous contrôle de votre État, s'il y a besoin et que l'État où les données sont hébergées, il y a ordre de les utiliser, je vous assure que c'est vrai que ça sort de tout ce qui est protocole de sécurité, mais quand c'est l'État qui l'ordonne, mon cher, ça viendra en fait. Bien. Donc il y a assez de risques, Et à un moment donné, si tu as besoin de rapatrier tes données, on peut mettre tout en place, en tout cas pour que tu ne puisses pas tout de suite en fait rapatrier tes données. Bien. Mais on a fait plus de 15 ans, 20 ans avant de pouvoir rapatrier en fait le point GN. Le point GN qui était détenu en fait et hébergé aux États-Unis. On a fait plusieurs années, plus de 2 décennies avant de pouvoir rapatrier en fait ce point GN. Donc pour moi, cette leçon doit être retenue finalement. Bien. Mamadi Kaba, spécialiste des télécommunications et du développement numérique, était notre invité, le dernier même de ce numéro. Merci d'être passé dans cette émission. Merci pour ces brillantes explications. Merci à vous, merci à vous. Merci, c'est un devoir. À la prochaine. À la prochaine, monsieur. Merci, au revoir. Merci, Mohamed Leba. Merci, Abdallah, merci à tous. Merci, Yamoussa Cheikh Kamara.
Merci à tous. Merci Abdallah. Merci Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à l'équipe technique du jour, aux auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée.